Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marina, nouvelle patronne de conciergerie. On est dans la ville de Saint-Nazaire et on va aller découvrir justement un des logements qu'elle gère. Ça fait plaisir, venez avec nous, c'est parti. Bienvenue à l'Odyssée nazérienne, donc un charmant T2 en plein centre de Saint-Nazaire, donc bord de mer. Ouais, la chambre derrière, j'ai vu, la cuisine sur le côté. La cuisine, salle de bain. Tout ce qu'il faut pour bien accueillir les voyageurs. On s'installe ? Ouais. Allez, c'est parti. Bon Marina, ça fait super plaisir d'être avec toi et dans ton appartement. Moi aussi, enchantée de vous voir en vrai. Bah oui. On a un petit cadeau. Qui fait du bruit. Je l'ouvre du coup. Ouais, carrément. Donc aujourd'hui, tu as déjà 3 biens avec nous. Oui. Donc tu as ce bien-là dans lequel on se trouve à Saint-Nazaire. Voilà. Donc c'est un T2. Très, très cosy d'ailleurs, très mignon. Voilà. Tu as une villa à Saint-Hilaire-de-Riez. Je prononce bien ou pas ? Saint-Hilaire-de-Riez, je pense qu'on dit. Voilà. Et tu as également un T3 à Seclin. Oui. Le dernier de mes logements. Voilà, que tu as démarré, ça fait un mois que tu as démarré. Et franchement, j'ai envie de te dire félicitations, parce qu'on a sorti tes chiffres juste avant de venir. Et donc, si on parle uniquement en marge pour ta conciergerie, on parle pas, on parle pas encore de la marge sur le ménage. Sur ce logement, le mois d'avant, tu avais fait 997 € de marge. Bravo, félicitations. Merci. Le mois juste avant, tu as fait 302 € de marge. Tout à fait. Voilà. Tu avais une très longue réservation. Voilà. Quand je l'ai reçu, en fait, il était déjà loué sur un mois ou peut-être. T'as pas eu à le remplir. J'ai rien eu à gérer en fin de compte. C'est bien en plus les longues résas, je trouve, parce que en fait, t'as même pas le ménage, t'as même pas de changement. Voilà, alors par contre, voilà, c'est top. Ouais, c'est clair. Et donc le T3 à Seclin, le mois dernier, vu que ça venait de démarrer, c'était le début, t'as fait 216 € de marge. Et Saint-Hilaire-de-Riez, le mois dernier, t'as fait 558 € de marge. Donc bravo pour toi. Ça démarre bien. Très très beau démarrage et bravo pour ton travail. Du coup, la question que j'avais un peu envie de te poser, c'est un petit peu comment t'es arrivé finalement à la conciergerie. Qu'est-ce que tu faisais en fait avant. Enfin voilà, je pense que ton parcours il est inspirant aussi. Je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent se retrouver dans ton parcours. En fait, moi j'étais enseignante à Saint-Nazaire. Mon premier poste était à Saint-Nazaire. Et puis la difficulté du métier alliée à ma situation personnelle de maman solo a fait que je suis arrivée au burn-out comme beaucoup d'enseignants finalement, parce que c'est un métier comme policier dans lequel il y a beaucoup de burn-out en fait. Et donc voilà, donc en 2019, juste avant le Covid en fait, j'ai été mise en arrêt. Et juste si je peux me permettre, qu'est-ce qui a fait que toi particulièrement ça t'a amené à ça? Alors moi, c'est parce que j'ai un côté un petit peu workaholic et donc passionné aussi, et donc envie de bien faire. Et comme je vous ai expliqué un petit peu dans l'enseignement, si on veut satisfaire tout le monde, que ce soit l'institution, les parents, les élèves et les collègues, en fait, on a de grandes chances de finir en burn-out, et c'est ce qui m'est arrivé. Et plus le côté maman solo qui ne facilitait pas les choses. Et la petite goutte d'eau, ça a été la petite dernière réforme qui a achevé de me convaincre qu'il était temps d'arrêter. Mais juste pour parler un tout petit peu du burn-out, moi c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans ma vie qui ont fait des burn-out, et en fait ce qui est fou, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on sent pas arriver, et d'un coup, je pense que je le résume bien. Et puis la difficulté, c'est qu'on peut c'est-à-dire que même là, je me méfie quand même, parce que le problème du burn-out, c'est que ça vient souvent d'une passion qu'on a pour ce qu'on fait. Et le problème, c'est quand on est dans la phase passion, en fait, on n'a pas envie de se limiter. C'est ça qui est difficile. Et donc là, maintenant, c'est dans ce concept-là, il y a un moyen d'éviter le burn-out, et c'est ce que je trouve, c'est génial en fait. Ça m'évite de rester chez moi à rien faire maintenant. Et donc du coup, comment finalement t'es venu à la conciergerie plutôt qu'autre chose? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as essayé d'autres choses avant? Comment tu... Moi, je pensais plus pouvoir m'intéresser à quoi que ce soit, mais en fait, le burn-out, on a un burn-out sur un métier en particulier. Mais finalement, le fait d'être arrêtée, j'avais plus de copies à corriger, j'avais plus de préparation à faire, donc moi, je redécouvrais la vie en fait. Ça faisait 10 ans que j'étais enfermée chez moi à travailler quasiment. Et là, donc je redécouvre la vie, et donc je découvre Internet et l'immobilier.
Et moi, à la base de l'immobilier, j'étais locataire à Nantes au départ. Et ma mère me disait toujours, achète ta résidence principale, achète ta résidence principale. Et je me disais, mais pourquoi faire? Je vais être bloquée toute ma vie dans un endroit pour payer le prêt. Mais non, c'est pas possible. Et puis, bon, après, il se trouve que je suis tombée enceinte. Et là, déclic. Et là, je me dis, mais non, là, il me faut une maison et un terrain, un jardin, pour que ma fille elle puisse gambader pendant que je corrige mes copies. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les pieds dans l'immobilier, à m'y intéresser. Plus une première petite plus-value sur cette première RP, une deuxième sur la deuxième RP. Et là, je commençais à être vraiment intéressée par l'immobilier. Et donc au moment... Et d'ailleurs, bravo d'avoir fait 2 plus-values sur les RP, parce que c'est pas toujours comme ça que les gens achètent. Oui. Souvent, les gens, quand ils revendent la RP, c'est pas toujours... c'est ça, bravo. Ouais, merci. Et du coup, après mon burn-out, donc quand j'ai commencé à retrouver un petit peu d'entrain, je me suis mise dans les formations. Donc j'ai commencé par les immeubles de rapport. J'ai pris une formation aussi marchand de biens. Puis à un moment donné, je sais plus exactement pourquoi, je suis tombée sur ta formation en location courte durée. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu une de tes webconférences, je faisais partie des gens qui te mettaient des messages désagréables. Parce que j'étais persuadée que c'était une arnaque. Donc c'est pas que j'essayais de te titiller, mais je me disais, je n'y crois pas. Donc, sur YouTube? Sur YouTube. Tu mettais des commentaires. Et je me rappelle, tu avais répondu. C'est elle, la Marina, celle qui avait reçu. Ah non, je me dis, mais tu devais te dire, mais c'est pas possible, je fais des carcasses pour eux. Mais vraiment, toi, comme quoi, il faut laisser le temps, quoi. Et à ce moment-là, j'étais pas prête. Et puis, moi, c'était trop nouveau pour moi, si tu veux. Donc, moi, j'y croyais pas. Et donc, ça a commencé comme ça avec toi. Quand j'ai fait le tour de pas mal de formateurs, du coup, la location courte durée, je sais plus pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai fait la formation. Et c'était parce que ce qui m'intéressait, c'était le côté accompagnement, parce qu'à l'époque, ça commençait à être nouveau. Et je me suis dit, là, cette fois-ci, on n'est pas lâché dans la nature, il va y avoir un vrai accompagnement, donc j'ai plus de chances d'y arriver. Et puis bon, malgré tout, mon côté, toujours chercher un petit peu la petite bête, je me disais, ouais, alors... Puis c'est pas ça, c'est que j'habitais dans le logement que je voulais mettre en location courte durée et j'ai pas pu trouver de location pour moi, pour en partir. Je ne trouvais pas à acheter puisque la crise était là. Et puis je sais plus pourquoi, j'ai fait une annonce test quand même pour mettre en location nue ou meublée. D'accord. Et puis j'ai eu des retours et j'ai eu une conciergerie qui m'a contactée en fait. Et elle est venue et elle m'a expliqué le principe. Et en fait, je réalise maintenant que je suis en train d'en parler avec vous que je ne connaissais même pas le principe à l'époque. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et elle même encore aujourd'hui, je te rassure, il y a plein de gens et on l'oublie en fait qui quand on est dedans. confondent la conciergerie immobilière avec la conciergerie de celle qui fait des services. Tout à fait. Et en fait, à l'époque, je me dis... c'est génial ça. Mais bon, voilà, moi je ne pouvais pas partir de mon logement. Et donc je termine la formation location courte durée, très frustrée. Je continue d'aller voir les banques pour essayer d'acheter, etc. Elles continuent de me dire oui, mais non, avec votre situation, puisque là je... Ouais, comme tu étais en burn-out, en arrêt, payé par... Sûr. C'était compliqué de les convaincre. Et là... Loïc débarque avec sa publicité sur la conciergerie clé en main. Donc là, ça cochait toutes les cases. J'avais pas besoin de prêt. En fait, on nous ouvrait la société. Ça, c'est pareil. C'était un problème pour moi, le côté ouvrir sa société, etc. Tous mes problèmes, ça cochait toutes les cases. Et donc, là, j'ai pas hésité longtemps. En fait, j'ai appelé et voilà comment je suis arrivée avec ces beaux résultats aujourd'hui. Bravo. Et jusqu'au bout, c'est vrai que vraiment jusqu'au bout, j'ai toujours gardé le côté ça peut être une arnaque ou même pas, mais peut-être qu'ils vont pas y arriver, tu vois, jusqu'au bout, vraiment jusqu'au jour où vraiment il a fallu que je voie les réservations en fait. Donc ça met vraiment jusqu'au bout, on se dit est-ce que ça va marcher? Et donc il faut vraiment... Et le virement sur le compte bancaire. Voilà. Et tu sais que je vais te raconter une petite histoire sur moi. La première fois où j'ai fait du Airbnb, à l'époque, pas de formation, pas de tout ça, 2013, tu vois, personne parlait de ça, même sur Internet, même ce que tu veux. 30 000 biens, il y avait seulement en toute la France, tu vois, sur Airbnb. Donc j'ai fait ma propre étude de marché tout seul, j'ai vu Airbnb arriver, je me suis dit, j'ai posé plein de chiffres, et je me suis dit, mais non, quand je prends tous les chiffres, il n'y a pas de raison, les maths sont avec moi, il n'y a pas de raison, ça ne peut que fonctionner. Donc j'ai trouvé l'appartement, je l'ai acheté, je l'ai financé, et en fait ce qui est fou, c'est que je te promets que tant que je n'avais pas reçu la première réservation et les premiers euros sur mon compte, j'avais le doute. Tu vois, je me dis, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Et c'est normal, c'est humain en fait. Surtout moi personnellement, je n'allais pas dans les Airbnb, donc c'était l'inconnu. Et c'est vrai que c'est vrai que je me souviens aussi, j'avais mis mon logement pour voir quand même.
vite fait sur Airbnb au cas où. Et en fait, je me disais, bon, le temps que ça prenne, j'ai le temps de voir s'il y a des visites sur... Et en fait, à peine je l'ai mis, j'ai eu des réservations. Et là, ça a été la panique. Je me suis dit, ben non, je suis pas prête, le logement est pas prêt. Et là, j'ai commencé à voir qu'effectivement... il y avait un truc à faire, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu compares, par exemple, la conciergerie à l'immobilier, finalement, donc quand tu regardes par exemple tes marges, donc sur le mois d'avant, Voilà. 1435 € sur ce mois-ci, genre le mois qui vient de s'écouler, 1182 €. T'imagines en immobilier combien t'aurais dû à investir, combien d'apports et combien d'investissements pour avoir ce genre de cash flow. Ça, c'est l'argument qui a fait mouche. En fait, c'est quand je me disais ce que je devrais mettre en apport pour acheter un immeuble qui me coûterait je ne sais combien, qui en plus, à l'heure actuelle, il y a les questions de DPE. Et bon, on ne sait pas l'état du... Il faut en plus toujours avoir un œil sur quel est l'état de la toiture. Et puis même en allant voir, on a toujours des surprises. Où est-ce qu'il faut investir à l'heure actuelle? Au bord de la mer, il y a les questions d'érosion, le changement climatique. En plus, je me faisais la totale de tous les... Et je me disais, à l'heure actuelle, je ne sais même pas où il faut acheter. Donc en plus, il y avait ce côté-là où en fait, je n'ai pas à m'inquiéter de ce côté-là. Et puis, voilà, pour ce que j'aurais mis en apport pour un bien qui me coûte très cher, j'ai une rentabilité bien meilleure en fait. Donc parce que souvent les immeubles de rapport ont déjà 10% brut, on trouve ça génial. Et là, on est à... Quand on voit ce qu'on met, je calculais, je crois que ça fait c'est 30% si je me trompe pas. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais c'est incomparable. Ouais, en termes de plus, c'est vrai que dans l'IMO, tu vois, par exemple, tu parles d'immeuble de rapport, j'en ai quand même acheté un certain nombre dans ma vie, et c'est en discutant avec Olga, parce qu'en fait, Olga, elle a fait une formation IMO, tu vois, avant qu'on se connaisse, et en fait, elle m'a dit, mais en fait, ce qui était super dur, enfin, t'en parlerais mieux que moi, mais c'était les travaux, en fait. C'était toute la connaissance des travaux en tant que nana. Je suis quelqu'un de pas manuel du tout, et en fait, je me suis fait avoir énormément sur les travaux. En plus, j'étais mal conseillée, j'étais pas spécialement entourée de bonnes personnes, et vraiment sur les travaux, je me suis fait vraiment avoir. Et ça, si on ne connaît pas, pour moi, c'était une vraie douleur. Alors que moi, j'avais ce rêve, tu vois, dans cette formation, on dit, voilà, tu deviens rentier, etc. Donc, c'est très beau sur papier, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Et en fait, quand on ne maîtrise pas, malheureusement, ou si on est mal entouré, ça peut mal finir. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis par rapport à ça. Bon, maintenant, je suis aguerrie, mais ouais, c'est vrai que les débuts, c'est pas évident. C'est vrai qu'après, on peut toujours, ça n'empêche pas d'avoir d'autres idées pour l'investissement, parce que voilà, quand on aime l'immobilier, voilà, c'est un bon à côté, en tout cas, pour se faire de la trésorerie, par exemple, et puis avoir de l'argent qui rentre tout de suite sans avoir à faire des travaux, sans avoir à prospecter des mois, voire des années, si on veut vraiment le bien situé, etc. Donc voilà, ça permet... Oui, puis un bon moyen, je pense aussi, de mettre finalement un premier pied différent, avec une certaine accélération, parce que tu vois, par exemple, un immeuble, si demain, je sais pas, t'as une surprise quand t'achètes un immeuble avec une toiture, c'est 30 000 €. 30 000 €, ça peut être énormément d'argent, comme pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, si tu démarres tout juste, que ça t'arrive sur ton premier immeuble et que t'as très peu de trésor, que t'as pas mis d'apport dedans, bah là, c'est un problème gigantesque. Par contre, si t'as déjà une certaine assise financière, c'est bon, bah, fais chier, mais ça va, tu vois, c'est toujours un peu là, voilà. Et là, ça permet finalement, je trouve, de pas avoir tout le complet en fait d'avoir besoin finalement de tout maîtriser de A jusqu'à Z. On va plutôt se concentrer sur une partie qui est l'exploitation, comment on gagne de l'argent à la fin, et ensuite une fois que finalement le jour où tu feras ton premier immeuble par exemple, et ben en fait finalement toute cette partie là elle sera pleinement maîtrisée et tu te concentreras simplement sur une autre partie et des compétences en fait tu vois, aller acquérir, et aussi avec une assise financière un peu plus encore un peu meilleure. Donc c'est bon, c'est très très bon. Parce que c'est vrai que quand on parle des immeubles, bah oui, en faisant la formation sur les immeubles au départ, on se dit on va avoir un beau cash flow de 10%, mais après quand on se dit j'ai un immeuble mais je fais de la conciergerie dans l'immeuble, bah là ça démultiplie les possibilités. Donc, Et je vais te dire le principal truc moi, que j'ai vu avec les immeubles, parce que j'ai quand même croisé beaucoup de gens, je formais plus de 5000 personnes, donc des erreurs, j'en ai vu beaucoup, des gens qui arrivaient à nous, qui avaient fait des erreurs avant, etc. Et le truc justement qui est le plus dangereux avec l'immeuble, pour moi auquel il faut faire le plus attention, c'est que souvent les gens achètent un immeuble, ça je l'ai vu plein de fois, en fait achètent un immeuble à la renta, c'est-à-dire qu'en fait ils vont acheter, ils vont se dire bah c'est cool, j'ai 10% de renta, c'est super, j'ai des locataires à l'intérieur, c'est en plus un excellent schéma finalement pour la banque, pour tout le monde, parce que ça se finance moins difficilement, parce qu'on se dit bah il y a déjà les loyers, les gens sont à l'intérieur. Et en fait le problème c'est quand le premier locataire commence à partir, et que là en fait on rentre dans l'appartement et on se rend compte, parce que quand on visite avec des locataires à l'intérieur, on regarde moins dans le détail, il y a les meubles qui sont là, il y a tout un tas de choses, on est un peu, en plus on est un peu au début, on est un peu plus gêné d'aller rentrer dans le détail des gens, etc. Et en fait du coup
les gens sont, quand les gens commencent à sortir, on se dit, oula, mais attends, pour remettre en location, en fait, il faut quand même que je refasse un peu de peinture ici, il faut que je refasse un parquet là, il faut que je refasse un bout de salle de bain ici. Et en fait, on n'a pas chiffré les travaux, en fait, au départ. Et puis, t'as vite 15-20 000 euros, finalement, dans un appartement. Et là, la problématique vient. Alors, souvent, les gens vont combler ça par, je vais aller faire les travaux moi-même, mais il faut quand même savoir faire des travaux. Enfin, et ça, c'est une erreur que j'ai vue plein de fois, où j'ai vu des gens, en fait, se retrouver finalement avec un immeuble qui était top, et finalement, 3-4 ans après, se dire, oh là, mais comment je vais financer tout ça, en fait, parce que mes locataires commencent à partir, et j'avais pas prévu ces travaux-là dans l'enveloppe de départ, quoi. C'est ça qui me bloquait quand j'ai fait la formation. Je commençais à faire des visites et on voit toutes ces choses qui ne sont pas là. C'est sûr que sur les banquiers sont très contents. Ils adorent. Malheureusement. Bon, et voilà, mais ils sont contents, mais quand tu vas visiter, tu vois à moyen long terme tout ce qui va arriver et c'est pas forcément. Bon, après, on va pas critiquer complètement parce que c'est une bonne manière d'investir, mais c'est simplement en faisant pas certaines erreurs parce que dans l'immobilier, ça dépend des profils. Quelqu'un qui est bricoleur, pour lui, ça peut être une bonne option. Voilà, tout à fait. Ça dépend des profils. Tout est une question aussi, l'opportunité du moment. Exactement. En fait, tu avais dit, tu t'es intéressé dans l'IMO. Aujourd'hui, tu as saisi cette opportunité de conciergerie. Peut-être dans 5 ans, ce sera déjà trop tard parce qu'il y aura trop d'acteurs qui vont arriver sur le marché. Et surtout, aujourd'hui, comme tu dis, encore, il y a très peu de personnes qui sont éduquées par rapport à ce que c'est la conciergerie. Ouais. Surtout, les banques sont vraiment pas encore éduquées. Quand tu parles au banquier de la conciergerie, comme ça rentre pas dans ces cases, en fait, il sait pas encore ce que c'est, donc il a pas compris. Dans 5 ans, tous les banquiers, ils seront trop contents de financer la conciergerie. Il sera trop tard. Et ce sera déjà trop tard. Voilà. Donc là... Mais nous, on sera tous là, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et toi, tu seras là. Ça, c'est une décision. Et d'ailleurs, quand on discutait avant cette vidéo, tu nous as dit, ah oui, est-ce que, justement, on devient de plus en plus de patrons de conciergerie, est-ce qu'on va rentrer en concurrence à un moment donné? Donc, peut-être dans quelques années, mais justement, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a 750 000 logements uniquement sur Airbnb. Donc, je pense que, voilà, il y a de quoi faire. Le gâteau, il n'est pas encore partagé. Des milliers avant de... Là, c'est le bon moment. Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai connu, moi, c'est marrant, c'est dans la cigarette électronique. Je compare souvent, en fait, aujourd'hui, la conciergerie avec ça, parce que pour moi, on est à peu près au même moment de marché par rapport au moment où je suis rentré. Et en fait, c'est amusant, c'est qu'on a été tous amis dans la cigarette électronique. Je te jure, je connaissais tout le monde, les grossistes, tout le monde personnellement. On était tous amis parce qu'on n'était pas nombreux en fait à faire ça. Enfin, on était déjà très nombreux, mais il y avait vraiment beaucoup de gens que je connaissais. Tout le monde était amis. Et en fait, on l'a vu quand le marché il est arrivé à maturité, que ça s'est durci un peu par tout le monde. En fait, là, ton nombre d'amis, il a divisé énormément parce que tout le monde s'est mis à tirer un peu la couverture à lui en disant ah, c'était sympa, on se parlait tous bien parce que tout montait et puis on montait tous ensemble, c'était génial. Et à un moment, bon, la couverture, je la tire un peu à moi. Et là, il y a eu 2-3. C'est là où tu vois que c'est ceux qui étaient vraiment sympas et les autres qui étaient un peu plus ça permet de savoir qu'il va être temps de peut-être commencer exactement, tu t'en rends compte facilement et après c'était pas un souci parce qu'en fait une fois qu'on est installé, en fait qu'on est sur un secteur, qu'on est sur tout ça, c'est pas grave en fait parce que nous notre bouche à oreille il se fait. Ce qui est difficile c'est pour les nouveaux entrants et ce qui est difficile aussi c'est quand même, nous on l'a vu par exemple dans la cigarette électronique, c'était quand on ouvrait un nouveau magasin, en fait c'était beaucoup plus long pour réussir à se faire une clientèle parce que le marché, le nombre de points de vente qui devait être atteint est atteint. Mais voilà, mais par contre, ça n'a pas empêché que tous les gens, en fait, il y a des gens qui ont refermé après ça, mais tous les gens que je connaissais qui faisaient le boulot en fait comme il faut, qui avaient eu les bons process comme on peut le faire nous aujourd'hui, tout le monde est resté, ça là-dessus aucun souci, et tout le monde gagne très très bien sa vie aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que ceux qui avaient fait ça un petit peu en mode opportuniste, ce que je peux comparer des fois un petit peu dans les conciergeries, qui a aujourd'hui pour moi font un peu n'importe quoi pour certains, je suis sûr et certain que ça, le jour où le marché se tend et le marché arrive en haut, ceux-là ne resteront pas, ça j'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, aujourd'hui, on commence à arriver en fait à une table de professionnalisation du marché. Et si avant c'était des prestataires de ménage souvent qui disaient ok, je fais déjà des ménages, donc comme ça je peux remettre les clés, etc. Mais en fait aujourd'hui, la vraie valeur ajoutée que nous on peut apporter avec notre système, c'est vraiment le full service. Et au-delà de juste faire les ménages et faire des entrées et des sorties, on apporte aussi le conseil sur la rentabilité, sur le prix, sur l'optimisation du taux de remplissage, sur la partie référencement aussi des annonces, les photos plus professionnelles et en fait de manière globale accompagner le propriétaire, élever aussi les standards du marché. Et donc là aujourd'hui, je pense que ce système-là, ce format-là, il a plus de futur que le format juste je passe l'aspirateur et je donne les clés. C'est sûr, ouais.
Et puis on prend avec l'équipe. Bon, en plus on n'est pas seul. Alors après, je sais pas comment ça va évoluer d'ailleurs, mais pour l'instant en tout cas, je suis pas seule. Et ce qui fait qu'on prend moins les choses à cœur, on peut prendre plus de recul avec l'option VIP. Et ça me permet d'avoir le recul pour prendre un regard plus en arrière et peut-être avoir des idées, ou en tout cas me dire tiens, dans la communication il s'est passé ça, mais en fait ça veut peut-être dire plutôt ça. Alors que quand on est vraiment le nez dedans, comme beaucoup de propriétaires qui gèrent tout seul, on n'a pas le recul, on prend les choses trop à cœur et on peut arriver à mal communiquer avec les voyageurs et donc après avoir des mauvaises notes et problèmes de référencement. Donc là où ils pensent faire un bénéfice, enfin en tout cas ne pas donner de l'argent à une conciergerie, ils pensent faire des économies, mais peut-être que leur logement perd en efficacité du fait d'une potentielle mauvaise communication. Exactement. Et puis une chose, pour avoir préparé quand même beaucoup de Airbnb dans ma vie, je me suis rendu compte d'un truc quand on est propriétaire, c'est que tu sais, on a déjà passé beaucoup de temps aux travaux. On a passé beaucoup de temps à préparer tout un tas de choses, à aller faire chercher son crédit, à tout ça. Et en fait, quand on arrive un peu à la fin, on est un peu épuisé, mais surtout, t'as besoin de faire certaines finitions de Airbnb. C'est-à-dire que là, t'as meublé comme il faut ton logement, et ensuite, il faut encore faire les bonnes photos, faire bien ton annonce, le mettre sur différents sites. Et en fait, souvent, j'ai remarqué, pour moi, c'est les finitions, elles sont mal faites. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui sont zappées à la fin parce que, j'ai fait des photos avec mon smartphone un peu comme ça, on verra plus tard pour, et puis en fait, tu passes à autre chose, et puis en fait, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Et en gros, on le voit sur plein d'appartements qu'on récupère, que les propriétaires, par exemple, exploitaient eux-mêmes. En fait, au départ, ils se disent, si je prends une conciergerie, ça va me coûter en plus, mais en réalité, les plus qu'on apporte avec justement ces photos pro, avec cette finition en fait qu'ils n'ont pas fait, en réalité ça couvre très largement la marge en fait que peut prendre la conciergerie. Les photos, on a beau essayer de faire les meilleures photos possibles, quand c'est un pro qui les fait, ça change tout. Enfin, c'est hyper important. C'est la vitrine. Et puis après, tout dépend. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de s'occuper, mais c'est vrai que, moi je vois la propriétaire de cet appartement, je vois que c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez occupé. C'est quelqu'un, je pense, comme nous, qui a des projets et vouloir faire gérer tout seul, ça veut dire, on fait que ça. Et on n'a plus de temps pour ses autres projets, ou pour soi, ou sa famille. Mais, Exactement. Et c'est l'importance aussi de travailler toujours, comme là, par exemple, ce que tu as fait. Tu as pris le service VIP, donc en fait, ça te permet, comme tu dis, de prendre du recul, de travailler sur ton business et pas dans ton business. Et comme ça va te donner plus d'idées aussi de développement. Oui, puis plus de temps pour développer et te concentrer vraiment sur dire j'attrape un nouvel appartement, je le mets en route, je fais ce qu'il faut et aller. Ouais. D'ailleurs, côté développement, on en est où là? Alors, côté développement, donc j'essaye d'appliquer la méthode et puis c'est bien qu'on se rencontre aujourd'hui pour remettre un coup de boost à tout ça parce que je commence à partir peut-être dans une direction qui est peut-être un peu prématurée pour l'instant. Donc, je vais essayer de reprendre peut-être un peu plus la prospection terrain plus et puis j'ai commencé doucement avec les réseaux sociaux mais pour l'instant je suis pas tombée sur les personnes pour qui c'est encore vraiment le moment ou alors j'ai pas encore eu la bonne approche mais de toute façon c'est les mathématiques en fait, c'est les maths, donc plus tu as des contacts, plus tu as des chances de tomber sur la personne c'est ça. Qui va être intéressée par ta proposition et en fait il faut juste multiplier le nombre de contacts, le nombre de personnes qui sont au courant de ce que tu fais et en fait ça peut tomber même en fait tout seul. Une fois que tu as parlé vraiment, tu as tissé ce réseau, tu as parlé à beaucoup de gens, peut-être ils vont pas penser à toi la première semaine, mais peut-être dans 3 semaines ou 4 semaines, ça va leur revenir, tu vas rester un peu dans leur top of mind et en fait ils vont revenir vers toi s'ils ont besoin de conciergerie et en fait c'est les premiers contacts, souvent en fait c'est comme ça qu'on arrive à les avoir. Exactement. Et donc toi qui fais beaucoup de formations aussi, donc déjà tu viens du monde de l'enseignement, donc t'aimes bien apprendre des nouvelles choses, t'aimes bien te former. Si t'avais par exemple une formation en conciergerie, est-ce que tu te serais lancée toute seule juste avec une formation? Je pense que j'aurais été bloquée en fait. Rien que la société, je pense que rien que là j'aurais commencé à bloquer. La société, c'était vraiment un point de douleur pour toi. Oui. Et puis la preuve, quand on commence à chercher à développer, on se rend compte de la difficulté de trouver un appartement, un logement quel qu'il soit. Et donc le fait d'avoir 3 logements au minimum d'emblée, c'est vrai que ça permet tout de suite de commencer et de ne pas se décourager parce que c'est ça le problème des formations, c'est que tout peut marcher en fait. Le problème, c'est combien de temps on va y croire. Le temps que ça marche, on se décourage. Là, l'avantage, c'est que on ne peut pas se décourager puisque les logements nous sont fournis dès le début. Donc après, ça permet je sais que ça marche. Maintenant, on va commencer
les choses sérieuses. Là, t'es patronne de conciergerie, quoi. Voilà. Il y a pas de. Ça y est, t'as plus je le trouve choix. que t'as très raison en fait de parler parce que souvent, j'ai remarqué la société, c'est soit quelque chose sur lequel les gens se disent oh bah de toute façon je fais une boîte, je vais demander un comptable, voilà, ou à l'inverse. Quelque chose d'important qui peut faire peur. Et en fait, tu as super raison de dire ça parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais rien qu'à la création de la boîte, suivant les options qu'on va prendre, en fait, ça peut décider énormément de la rentabilité en fait qu'on aura derrière. Parce que dans plein d'autres pays, c'est pas forcément le cas, mais en France, on a une fiscalité qui est quand même très élevée. Et si tu prends pas les bonnes options au début, c'est vraiment la bonne case. Voilà, c'est vraiment des milliers d'euros qui peuvent changer. Et tu peux passer limite, je vais dire quasi d'une boîte qui soit très rentable à une boîte qui, je vais pas dire qu'il ne le serait pas non plus, mais en tout cas où ça va être beaucoup plus dur, il va falloir beaucoup plus de logements pour avoir la même rentabilité. Exactement. Donc effectivement, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que j'aime bien aussi ce que tu disais en fait sur finalement le fait de pas avoir le choix, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est un peu des fois le temps de tenir en fait quelque part, de ne pas perdre sa motivation. Voilà. Et dans une formation, c'est souvent ce qui fait un petit peu abandonner les gens, c'est qu'on a la motive au début, puis en fait après un refus, 2 refus, 3 refus, là en fait tu es patronne de conciergerie, tu as pris un premier cap pour faire du démarchage d'une certaine manière. Là, on a beaucoup discuté en off ensemble justement et tu vas pouvoir passer à un autre cap et on va prendre un rendez-vous ensemble. Je pense, on peut se dire dans 6 mois, on va revenir te voir et avec les petites choses qui ont été légèrement changées, là ça fait, on va dire, 3-4 semaines que tu t'es mis au développement et tu n'avais pas encore d'appartement dans les mains. Là je suis persuadé que ça va être génial, on va venir te voir et le nombre d'appartements aura grandement grandi, quoi, effectivement. D'ailleurs je pense qu'on peut faire appel à tous les propriétaires qui nous regardent, qui souhaitent confier leurs biens à une patronne de conciergerie tellement consciencieuse, rigoureuse. C'est une enseignante, donc c'est la valeur sûre. Donc voilà, vous pouvez cliquer en dessous de vidéo pour trouver ses coordonnées et la contacter pour confier votre bien à la prunelle de vos yeux entre de bonnes mains. Voilà. Le secteur peut être un peu n'importe où, mais en tout cas, Saint-Nazaire, Nantes, c'est tout ce secteur-là est vraiment ton pays de la Loire. Et puis région lilloise, même même le Nord, parce que tu as un des biens qui est dans le Nord à Seclin. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu sais, t'avais été un petit peu hateuse entre guillemets dans faut bien que je te re-questionne un peu là-dessus. Non, mais je trouve ça vraiment excellent en fait, tu sais, dans un sens parce que je sais ce que c'est. C'est-à-dire que en fait, tu sais, j'ai toujours ces 3 mots: impensable, dangereux, évident. Tu sais, on a besoin de passer par certaines phases en fait avant que ce soit possible. Et justement, s'il y a des gens qui pensent aujourd'hui un petit peu comme tu as pu penser avant, qu'est-ce que tu auras envie de dire en fait à ces personnes-là qui se disent peut-être non mais c'est une arnaque, ces gens sont faux, cette dame est fausse, Marina est fausse, tu vois, et qui auraient envie de, tu vois. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est la meilleure preuve que on a du mal à y croire en fait, parce que ça paraît, enfin, c'est trop beau pour être vrai. Et là où on peut rassurer les gens, c'est que non, c'est pas trop beau, parce qu'en fait, en vrai, il y a du travail. Sinon, ce serait effectivement trop beau. Il y a du travail, mais c'est faisable. Mais ce qui est trop beau, c'est que tout ce qui aurait été trop difficile peut-être à mettre en œuvre toute seule, vous nous l'apportez sur un plateau. Et voilà, quand on découvre quelqu'un pour la première fois ou quand on voit des messages dans les publicités, oui, on a du mal à y croire parce que on se dit non, c'est pas possible. Et je suis la preuve. Moi, je suis quelqu'un de très, j'ai besoin de voir pour croire. Je suis la preuve qu'on peut avoir eu des vrais doutes sur un youtubeur, et puis à force de le voir, et surtout en ayant acheté sa formation, il n'y a pas d'autre secret, mais en ayant vu, on voit que c'est vrai, que c'est pas une arnaque. Donc je suis la preuve qu'il faut pas toujours trop se méfier. Génial. Voilà. Et est-ce que tu as eu un peu dans l'entourage, parce qu'on a aussi des gens des fois qui ont le côté arnaque, c'est-à-dire que eux sont persuadés, mais ont le côté arnaque par, je sais pas, soit le banquier, soit quelqu'un de la famille, soit, tu vois, en tout cas l'entourage. Et ce qui est aussi assez logique, parce que souvent c'est une volonté de protection. Exactement. Donc moi je comprends tout à fait que des gens puissent faire ça. Mais voilà, ça c'est important à dire aussi, c'est que je vais pas dire aux gens parce qu'on peut aussi tomber sur des arnaqueurs et du coup se dire non, j'en parle à personne, et du coup se faire arnaquer. Donc il faut quand même faire attention. Mais par contre, quand on commence à avoir une petite certitude sur quelqu'un, moi ce que j'ai fait personnellement, c'est que
j'en ai pas parlé en fait. D'accord. Parce que là, je savais de toute façon que non, c'était une autre dimension là, c'était pas la peine, personne m'écouterait. Je pense que les banquiers, je sais plus si dans les banques que je suis allée voir, j'ai eu l'occasion de parler du Airbnb, je ne sais plus, mais je pense que dans tous les cas, ça a été un peu compliqué encore au moment où je l'ai fait. Mais toi, c'était un prêt conso? Non, c'était non, mais c'est le problème d'avoir déjà sa RP en fait et d'avoir un taux d'endettement qui fait que. Mais moi, j'ai choisi l'option de pas en parler parce que je voulais pas être découragée. Je savais que voilà, ça allait me mettre le doute. Pas d'entourage, pas de voilà. D'abord faire, on va voir que ça marche. Après, éventuellement, on en parle. Et voilà. Ouais, c'est une bonne stratégie aussi, effectivement, de se dire je le garde pour moi et on y va, on y va. Et en même temps, c'était marrant parce que tu vois, malgré le fait que tu avais finalement fait une formation avec moi, que tu avais vu l'envers du décor et que tu avais pas trop de doutes, tu as quand même eu le besoin, et ça c'est génial de voir en fait vraiment les résultats arriver pour arriver là. Mais est-ce que tu as ressenti, moi je sais que j'ai cette petite sensation, j'en ai déjà parlé avec plusieurs membres qui ont la même sensation, c'est que quand les premiers euros rentrent et on les voit vraiment affichés sur le compte bancaire, il y a une espèce de sensation intérieure que je ne sais pas décrire, mais qui est super agréable. Moi, je me suis surtout dit, bon, c'est vrai que ça marche, quoi. Et en plus, j'ai adoré ce que tu nous as dit en off avant cette vidéo. Tu nous as parlé aussi d'un enseignement et tu avais dit, pour percer, j'aurais dû être quelqu'un qui sait se vendre, qui sait bien se parler, enjoliver certaines choses. Mais moi, je suis pas comme ça. Ma personnalité, c'est que j'aime bien montrer avec les résultats. Exactement. Et la gloire viendra. Et c'est exactement ce que tu as fait. Donc là, en fait, tu t'es tu as fait ton projet et là, les résultats sont là. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu peux en parler et tu peux en être fier. Et du coup, je vais être amenée à travailler aussi cet aspect de communication sans la même pression. Donc, de toute façon, c'est en sortant de sa zone de confort où tous les miracles se produisent, il n'y a pas de secret, il faut y aller. C'est ça. Ouais. Quand on cherche un partenaire de confiance, on recherche quelqu'un comme toi, vraiment rassurant, qui est vraiment dans le petit soin pour le bien, donc c'est parfait. Et puis merci à vous, parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de formations qui m'ont permis de me focaliser, de rester focalisée. Et en tant qu'enseignante, la façon dont est faite la formation, ça me parle et je sais voir quand la formation a réussi à m'attraper. Donc je vous dis bravo aussi. Merci beaucoup, c'est trop bien. C'est génial. On se donne rendez-vous du coup d'ici 6 mois. On revient te voir avec des biens supplémentaires. C'est un engagement, sinon il faudra que tu t'expliques à la caméra de ce qui s'est passé entre deux. Hein. Exactement. Merci Marina, merci les amis aussi d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous rappelle, vous avez un petit lien dans la description. Si vous êtes propriétaire, vous avez envie de confier éventuellement un bien à Marina, de voir comment vous pouvez bosser avec elle. Et puis également, si vous avez envie vous aussi de rejoindre les conciergeries clés en main, vous trouverez aussi un lien en dessous pour interagir avec nous. Merci les amis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.